Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères. Monsieur Védrine, bienvenue dans l'entretien de France 24. Vous aviez été chargé il y a quelques mois par François Hollande d'un rapport, une sorte de rapport d'étape sur la réintégration de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Vous l'avez rendu, vous estimez que la France doit rester dans la position dans laquelle elle est, mais peut-être il y a des précisions que vous voulez apporter sur exactement ce que vous préconisez. Oui, ça porte sur l'OTAN et ça porte sur l'Europe de la défense aussi. Et je considère que les raisons invoquées par Nicolas Sarkozy pour revenir sont discutables, que les effets peuvent être potentiellement négatifs ou positifs en fonction de ce qu'on va faire maintenant, mais que de toute façon, ressortir n'est pas une option. Ce serait compris d'absolument personne en Europe, ça créerait une crise inutile avec les Américains. D'ailleurs, personne ne le demande sérieusement en France. Mais une fois qu'on a dit ça, la pire des choses, ce serait de dire on est revenu, on a normalisé notre situation et c'est tout. Il faut qu'on soit beaucoup plus dynamique, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus offensif. Parce que là, on est passif. On risque de l'être, mais au lieu de considérer que c'est un système un peu hostile, dont il faut se méfier simplement au moment des sommets, il faut qu'on ait une véritable idée, qu'on se l'approprie et qu'on définisse, nous, Français, ou qu'on contribue à la définition de ce que doit être l'Alliance demain ou pas, quelle doit être sa stratégie, ce qu'elle doit faire ou pas faire. Donc il ne faut pas attendre que d'autres mettent en avant des idées qui nous déplaisent pour réagir. Très bien. Je veux venir à la Syrie. La France, François Hollande, a été en pointe, si j'ose dire, pour la reconnaissance de l'opposition syrienne. Il l'a appelé de ses voeux. Il l'a fait. Ça a aussi ouvert la question de l'armement des rebelles, qui du coup n'est plus une question taboue, mais qui pose évidemment beaucoup de questions. On ne sait pas trop ce que fait le Qatar, on ne sait pas trop qui reçoit les armes. Est-ce que vous avez l'impression que la France est peut-être allée un petit peu vite en besogne? Non, c'est un processus. Tout le monde souhaite maintenant un changement de régime. Il y a une hésitation en Syrie, parce que même ceux qui trouvent abominable la répression, et elle l'est, ont des craintes sur ce que ça va devenir après. Mais on voit bien que ce régime va finir par tomber, d'une façon ou d'une autre. Alors, les différents pays sont à des stades plus ou moins avancés par rapport à ça. Vous voyez, la France pousse un peu le mouvement en disant il faut qu'on les reconnaît déjà. C'est pour hâter le calendrier vers un gouvernement provisoire, représentatif, un jour des élections. Les États-Unis attendent un peu, mais il n'y a pas de désaccord sur l'objectif. Et on voit même que les Russes... Apparemment, il y a des petits signaux faibles, mais qui montrent que les Russes commencent à se poser la question et qui commencent à intégrer le fait que ce régime va finir par tomber. Donc la vraie question, évidemment, immédiatement, au jour le jour, c'est les questions qui doivent être posées, mais la vraie question, c'est est-ce que ces différents pays peuvent reconstituer une vision commune pour gérer l'après-chute et pour éviter que ce pays sombre dans une guerre civile encore pire et encore plus longue et encore plus cruelle que ce qui se passe en ce moment, qui est déjà atroce. Ça suppose une convergence qui a été ratée à l'origine. Et à mon avis, il faut retravailler là-dessus entre les Européens, les Américains, les Turcs, les pays arabes les plus engagés, genre Arabie, Qatar, et la Russie. Et je pense qu'une partie de la clé de la suite est là. Mais on l'a vu en Libye, on le sait aujourd'hui, même les Américains l'admettent. On a regardé de l'autre côté pendant que les Qataris et d'autres monarchies du Golfe donnaient des armes aux rebelles. Il se passe la même chose en Syrie. Est-ce qu'on n'est pas, comme les Russes le disent volontiers, est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied et est-ce qu'on n'est pas en train d'armer nos futurs ennemis? Ce sont des cas différents, de toute façon, Libye et Syrie, parce que dans le cas de la Libye, ne pas agir serait voulu dire ne pas répondre à l'appel à l'aide des insurgés de Benghazi, ne pas répondre à l'appel du Conseil de coopération des États arabes du Golfe, ne pas répondre à l'appel de la Ligue arabe, alors même que la Russie et la Chine, tellement prises au dépourvu, ne mettaient pas leur veto pendant quelques jours à une résolution potentielle. Ça je pense que ça explique largement ce qui a été fait finalement. Alors après, dans toutes ces situations de troubles et de révolution, il y a toutes sortes de groupes, de pays, de financements qui jouent leurs cartes. Il faut se méfier aussi des rumeurs. Il faut quand même regarder ça de plus près. De toute façon, ce n'est pas les Européens qui ont pris l'initiative d'eux. Ils sont confrontés à une situation de tragédie et ils cherchent la moins mauvaise façon d'influencer ou de préparer la suite. Dans le cas de la Syrie, ça pourrait pousser justement dans le sens qu'explore la France, c'est-à-dire de crédibiliser le plus possible et le plus tôt possible
l'opposition dont on espère qu'elle se structure en force politique responsable, et plus on l'encourage et plus on la reconnaît, plus on favorise ce mouvement. Donc c'est peut-être à ces conditions-là, justement, que des pays comme la France auront, la France et d'autres Européens. La France n'a pas de raison d'avoir une politique spéciale à elle. Hein. La France et les Occidentaux auront une influence sur la suite. D'autant que certains groupes en Syrie voudront s'appuyer là-dessus pour éviter que ça bascule dans un régime sunnite, extrémiste, etc. Oui. Donc ça reste ouvert quand même. En Égypte et en Tunisie, on semble voir une sorte d'affrontement dans la rue, littéralement, entre les islamistes au pouvoir, ou en tout cas qui contrôlent la situation, et les forces plus libérales, gauchistes, séculaires, laïques, appelez-les comme vous voulez. On est presque à 2 ans du printemps arabe. C'est ce que beaucoup craignaient. À l'origine, les commentaires étaient optimistes, vous vous rappelez ? Oui. Ça y est, on a trouvé la solution pour sortir de la dictature sans tomber dans autre chose, et on va faire la démocratie du jour au lendemain. C'était d'une naïveté quand même extraordinaire, les commentaires, notamment européens. Mais on a aussi dit que les islamistes pouvaient être des démocrates sans problème. On l'a dit après, il y a beaucoup de commentaires qui sont trop précipités, en fait, et qui n'intègrent pas la question de la durée et de la complexité. En fait, c'est une sorte de réveil volcanique dont il s'agit. Des peuples arabes qui se réveillent à travers ces révolutions, qui prennent leur destin en main. Mais une fois qu'on a dit ça, dans à peu près chaque pays arabe, sauf ceux qui pour le moment ne bougent presque pas, mais dans beaucoup de pays arabes, avec des contextes différents, vous avez plusieurs forces en compétition pour la suite, bien sûr. Alors dans certains cas, vous avez une monarchie qui est un point fixe, dans quelques cas, peu nombreux. Dans certains pays, Égypte, vous avez une armée qui est toujours là. Et ce n'est pas parce que le président Morsi a pris le pas sur l'armée que l'armée ne joue plus de rôle. Vous avez ensuite la société civile plus ou moins vivace, et on voit qu'en Égypte, elle résiste. En Tunisie aussi, il y a tous les débats sur le contenu exact de la Constitution et qu'est-ce que ça veut dire que la référence à la charia, est-ce que c'est symbolique ou détaillé. Vous avez ou non des partis politiques ou des candidats à l'élection d'avant, même quand ils ont été battus, comme le Baradei, Moussa, etc., en Égypte. Et après, vous avez la grande mouvance frères musulmans qui va peut-être, ça va changer selon les pays, qui va peut-être se différencier entre une tendance qui va devenir plus réaliste par force, parce que quand on est au gouvernement, c'est différent, mais d'autres qui vont rester fondamentalistes ou qui vont se durcir. Et puis après, vous avez les salafistes, pour ne pas dire les djihadistes, etc. Où est-ce que ça va craquer ? On ne sait pas, c'est différent des pays. Ça va être différent. Donc, peut-être qu'à certains endroits, les frères musulmans, dans leur ensemble, vont aller plutôt du côté salafiste. Peut-être qu'ailleurs, au contraire, une partie des frères musulmans finiront par refaire accord, soit avec l'armée, soit avec la monarchie, soit avec la société civile, pour se protéger de l'aile salafiste. Personne ne sait. Mais c'est eux qui détiennent la clé. Bah, c'est eux, mais pas eux tout seuls, parce qu'ils ne sont pas seuls en jeu. Ils doivent tenir compte. Vous voyez, en Égypte, on ne peut pas dire que les frères musulmans, ou Morsi, il a réussi son élection d'abord, il a réussi après son coup contre l'armée, quand il a mis à la retraite le maréchal Tantawi, mais il n'est pas entièrement maître du jeu, sinon il ne serait pas obligé de reculer un peu ou de faire semblant de reculer. Donc c'est pas écrit ça. Et c'est pas étonnant, parce qu'un processus de démocratisation, c'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre des années. Des années. Avant que les choses se stabilisent peu à peu. Il faut leur souhaiter que la démocratisation se passe sans violence et assez vite. Mais en plus, personne ne peut leur l'apporter de l'extérieur. Dernier sujet rapidement, on a vu à Gaza, il y a eu ces affrontements avec Israël, il y a eu des visites de leaders régionaux, il y a eu le retour de Khaled Meshal, il y a une nouvelle donne qui est en train de se profiler à l'horizon. Je crois d'abord historiquement que si la question palestinienne avait été traitée à temps, à l'époque d'Arafat, sur la base de nationalisme contraire, mais sur lequel un accord pouvait être fait. En clair, si Yitzhak Rabin n'avait pas été assassiné, la question aurait été réglée, je pense. Ça ne serait pas tout à fait simple, mais enfin, ça serait réglé. C'est devenu religieux ou extrémiste, etc., parce que ça n'a pas été réglé et que ça pourrit sans fin, sur des années, des décennies. Donc les Palestiniens sont divisés comme l'ont souhaité, bêtement, à mon avis, une vision à court terme, les droites israéliennes et américaines dans leur politique. Et alors après, cette division, elle est installée. Bon. Qu'est-ce qui va se passer à long terme ? Je pense que vous aurez malheureusement en Israël, pas la majorité de l'opinion, mais des gens qui voudront jamais faire de concessions, de compromis, jamais parler, tout ça. Donc ils vont s'arc-bouter dans le fait que plus le Hamas est fort, moins c'est possible de discuter, mais cela ne voulait pas discuter avant.
Et puis quand c'était Arafat autrefois, déjà, il ne voulait pas discuter. Donc il y a toujours à chaque étape des arguments pour ne pas discuter. Et d'autres qui vont finir par dire, comme ils aient fini par l'accepter avec l'OLP et Arafat, alors que évidemment ça leur plaisait pas et ça les inquiétait, d'autres finiront par dire, il faut, si on veut un accord à un moment donné, il faut parler aux Palestiniens tels qu'ils sont. Y compris le Hamas. Y compris le Hamas, alors pas le Hamas spécialement. Mais il y aura forcément des gens pour dire, dès lors qu'ils se réuniraient dans une plateforme commune, on ne les aime pas, mais on fait avec. Ce mouvement va peut-être se développer. Sauf si le verrouillage par le Likoud, qui est quand même très fort, hein, dans les 35 dernières années en Israël, le Likoud a été au pouvoir 25 ans. Donc il peut verrouiller. Et leur système électoral est fait de telle façon qu'avec la représentation proportionnelle intégrale et le fait que le camp de la paix n'est pas un parti, donc cette disponibilité majoritaire de l'opinion publique israélienne raisonnable sur ce point ne se traduit jamais en position politique ni en programme gouvernemental. Ça, c'est une des équations plutôt de verrouillage, ça. Mais on ne peut pas exclure non plus que quand les choses rebondissent un jour ou l'autre. Très bien, écoutez, nous allons voir comment ça se déroulera à Gaza et ailleurs. Merci beaucoup Hubert Védrine d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations.